d'abord vers vous, Frédéric Tiberghien, puisque c'est vous qui avez mené les travaux d'évaluation de la loi, qui avez rédigé aussi l'avis du Conseil supérieur. Le groupe de travail que vous avez conduit a examiné la loi article par article. C'est ce que vous m'avez expliqué. L'avis a été rendu public avant l'été. Quel bilan, donc, peut-on faire de l'application de la loi de 2014 ? Mais écoutez, comme tous les bilans, ils sont mitigés, donc il y a des côtés positifs et négatifs, et je ne veux pas vous infliger un rappel de tout ça. Simplement, ce qu'on peut retenir, c'est premièrement, il y avait 3 objectifs qui étaient visés par la loi. Premièrement, faire reconnaître l'ESS comme un secteur d'activité spécifique avec des critères, un périmètre précisément défini par la loi. Ceci a été fait. Deuxièmement, la loi visait à mieux structurer l'ESS à la fois au plan national dans ses institutions et au plan régional, en permettant en particulier la formulation de politiques régionales de l'ESS. Et puis troisièmement, c'était conforter le développement du secteur en lui permettant notamment de changer d'échelle. Les 2 objectifs ont été retenus à ce titre: augmentation de la part de l'ESS dans l'emploi privé et nombre de créations d'entreprises nouvelles. Alors, je ne vais pas vous faire un long développement sur tout ça. Je crois que ce qu'on peut en retenir, c'est que le point 1, la reconnaissance, est assez réussi, même s'il reste quelques débats. Le point 2, à moitié réussi parce que, comme on le verra dans d'autres domaines, les moyens n'ont pas été dégagés, en particulier financiers ou administratifs. Ce qu'a dit la ministre sur ce qui se passe dans les préfectures est à lui seul éclairant. Donc on n'a pas mis les moyens pour que ces structures puissent travailler normalement, et notamment elles n'accomplissent pas toutes les missions qui leur ont été confiées par la loi. Ça suffit à tout résumer. Et sur le 3e point, sur l'ambition du changement d'échelle, c'est probablement là où l'objectif n'a pas été atteint du tout, puisque je rappelle que la part de l'ESS dans l'emploi privé a plutôt baissé depuis 2014. Alors on peut voir ça de 2 façons, en disant c'est un désastre, mais après avoir entendu la ministre, que je rejoins sur ce point, l'emploi privé a été plus dynamique ces dernières années, a créé plus d'emplois que l'ESS, qui en a également créé. Faut-il en faire une catastrophe, vu du citoyen, que l'emploi se développe, qu'il soit dans les entreprises privées ou dans l'ESS? C'est une bonne chose. Donc en tout cas, notre poids relatif a baissé, c'est ça qui doit nous inquiéter. Et donc la conclusion qu'a tirée le groupe de travail à une très grande majorité est qu'en réalité, les objectifs de la loi n'ont pas été atteints par un manque de moyens financiers et budgétaires alloués à l'ESS comparativement à ce qui est accordé au secteur privé. Et donc, la conclusion, c'est qu'il nous faut une loi de programmation qui définisse des objectifs à moyen terme et qui alloue les moyens nécessaires pour y arriver. Et donc, c'est cette rupture que l'on demande, et en disant il n'y a pas besoin de réviser la loi si c'est pour réviser des textes juridiques. Ce qu'on veut, c'est d'abord que l'État mette de l'argent sur la table, et accessoirement, on fera des propositions pour réformer ou compléter tout ce qui doit l'être. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'atteinte de la loi. Merci beaucoup pour ce résumé très, très clair. Et effectivement, on va revenir sur cet appel, cette demande d'adopter une loi de programmation. Timothée Duverger, j'aimerais peut-être allumer votre micro également. Ils sont tous, merci. En quoi l'adoption de cette loi de 2014 finalement a constitué, vous avez parlé de rupture, Frédéric Tiberghien, j'ai envie aussi de dire un point de bascule, et notamment sur la place des sociétés commerciales de l'ESS dans le périmètre de l'ESS? Déjà, effectivement, c'est ce qu'a dit à juste titre Frédéric, c'est-à-dire que c'était d'abord une loi de reconnaissance avant d'être une loi de développement, dans les faits, quand on regarde en tout cas ce qu'elle est advenue. Et de ce point de vue, évidemment, elle a fixé effectivement cet article 1, comme l'ont fait d'ailleurs beaucoup d'autres lois. Et d'ailleurs, la loi française, de ce point de vue, alors que la France d'ailleurs était plutôt très en avance sur la définition de l'ESS historiquement, là était, on va dire, dans un mouvement général. Et même elle est arrivée après d'autres acteurs. Je pense à l'Espagne, pas loin de nous par exemple, qui était dès 2011 qui avait sa loi. Donc ce qui est intéressant, c'est que historiquement, l'économie sociale et solidaire en France, dès les années 80, le premier décret qui fixe en réalité de manière juridique la définition de l'ESS, qui a été pris, c'était l'économie sociale à l'époque, qui a été pris par Michel Rocard en décembre 81.
vous voyez que c'est assez ancien, parlait des coopératives, des mutuelles et des associations qui étaient en fait les associations qui s'en rapprochaient, c'est-à-dire en fait les associations dites gestionnaires, celles qui avaient des emplois, hein, c'est ça qu'il y avait derrière. Et sous l'influence notamment internationale, de l'Europe en particulier, eh bien, il y a eu effectivement des ajouts qui se sont opérés, notamment les fondations hein, qui ont été mises dedans, même si là aussi le périmètre, hein, les fonds de dotation, on ne sait pas trop. Bon. Mais en tout cas, les fondations ont été incluses évidemment dans l'ESS et ça a été, si vous voulez, un feedback, on va dire, européen. De la même façon qu'au niveau européen a émergé la notion, et au niveau de l'OCDE, a émergé la notion d'entreprise sociale et qui a été quelque part réduite, hein, parce que l'entreprise sociale, si on reprend les travaux par exemple de recherche d'EMES, hein, donc qui a fixé un faisceau d'indices et tout pour le qualifier, en fait c'est beaucoup plus large que ce qu'on appelle nous entreprise sociale, c'est-à-dire les sociétés commerciales de l'ESS au niveau français. Et donc effectivement il y a eu cet ajout des sociétés commerciales de l'ESS. Hein, et après se rajoute à ça effectivement un agrément ESUS, mais qui peut concerner ces sociétés commerciales comme d'autres acteurs de l'ESS bien entendu. Voilà. Donc il y a eu un ajout qui a été opéré. Bon, ce qu'il faut savoir c'est en réalité, alors j'ai pas le chiffre en tête, mais enfin on est sur quelques centaines, voire peut-être 1000 acteurs, enfin je sais pas, on est dans ces ordres de grandeur-là, quand on a 220 000 unités au niveau français hein, qui ont des emplois, etc. Bon, donc on est sur quelque chose qui quand même reste extrêmement résiduel, et c'est d'ailleurs tout le paradoxe entre finalement une réalité socio-économique qui est assez faible de ce point de vue, et une place dans le débat public qui, elle, au contraire, est très importante. Voilà. Donc il y a quand même un écart hein, de ce point de vue qui est intéressant. Ce qui est, pour conclure là-dessus, ce qui me semble important, c'est pas tant effectivement ces enjeux de définition. La reconnaissance, elle est là, elle est sanctionnée au niveau européen, international, etc. Donc la définition française, d'ailleurs, s'y retrouve très bien, puisque c'était en fait les fondements, c'est ce que je disais, c'était 81, et ça s'est retrouvé, hein, notamment sous l'influence de la France, même si beaucoup d'autres s'y sont rajoutés depuis, dans ce mouvement-là. Eh bien, c'est aujourd'hui bon au niveau, j'ai envie de dire, international et donc au niveau français. Donc l'enjeu, c'est pas tant de reconnaître l'ESS, c'est effectivement de la développer et de poser la question, effectivement, des alliances hein, et des partenariats, de la manière d'irriguer l'économie, de l'économie sociale et solidaire. Donc l'enjeu, effectivement, comme le posent les UEDD, donc les universités de l'économie de demain, comme le pose l'ESS France avec l'idée de la norme de l'économie de demain, comme le posent de nombreux acteurs dans l'ESS, c'est comment on fait en sorte, effectivement, les licornes, il y avait On the COP il n'y a pas longtemps, comment, effectivement, on fait en sorte que l'ESS fixe cette norme, comment on fait en sorte que l'ESS donne le cap, finalement, de l'économie. Voilà, c'est ça, véritablement, l'enjeu, plutôt que se poser la même question qu'on se pose tous les 10 ans dans l'ESS, c'est-à-dire des débats identitaires. Voilà. Merci, Timothée Duverger. Antonella Noia, cette définition française de l'ESS, je reviens quand même un petit peu dessus, parce qu'effectivement, elle a été reprise dans cette définition dans la résolution de l'ONU, elle a été également reprise dans une recommandation du Conseil de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut dire finalement, même si Timothée Duverger vient de le dire, la France n'était pas la première, c'était l'Espagne en 2011, mais est-ce que la France a eu un rôle pionnier dans la reconnaissance à l'international de l'ESS ? D'être avec vous et je vais aller droit au but. Oui, la réponse est oui. Bien évidemment, la France, de par sa longue tradition historique et de sa longue tradition dans l'économie sociale, a eu un rôle de pionnier dans la reconnaissance de l'économie sociale, pas seulement au niveau de l'Europe, mais au niveau mondial. Et la preuve, et ça a été déjà mentionné, les différentes définitions qui ont été adoptées, que ce soit par l'ONU, par l'OCDE, par le BIT ou la Commission européenne, reprend pas mal de ces éléments-là. Mais je dirais que l'inspiration de la France ne s'est pas limitée seulement à la définition, mais comme ça a été dit auparavant, aussi à tout ce qui a été fait en termes de politique publique, à cette effervescence du milieu de l'innovation sociale et de l'économie sociale. Je voudrais dire toutefois que cette inspiration ne s'est pas limitée seulement au niveau international. Vous m'avez un peu interrogé là-dessus, mais il y a d'autres pays dont les lois, que ce soit des lois cadres ou des lois simples, se sont inspirées de la France. Je pense au Luxembourg, à la Belgique, à la Grèce, à la Slovaquie, et il y en a d'autres.
ce que je voulais dire, pour revenir au niveau international, notre recommandation a été adoptée seulement il y a un an. Elle est construite autour de 8 piliers de politique publique, dont l'un est bien évidemment le pilier des cadres légaux. Mais avant même que cette recommandation ait été approuvée, eh bien, nous, on voit que la France avait déjà coché quelques cases des principes qu'on a mis dans la recommandation, et notamment un qui est important et qu'on recommande toujours, et qui est, je crois, en partie le succès, qui a été le succès quand la loi a été approuvée, et qui est fait aussi le succès maintenant qu'il y a une volonté justement de ne pas changer les choses, et notamment par rapport à la définition. C'était le résultat d'un processus de consultation avec toutes les parties prenantes qui se sont retrouvées d'accord sur la définition de ce concept. Et deuxième chose, et Timothée le disait tout à l'heure, c'était un peu la définition, l'élargissement du champ de l'économie sociale aux familles traditionnelles de l'économie sociale, mais aussi avec une ouverture à des acteurs nouveaux qui, en ayant des statuts différents, pouvaient quand même avoir des pratiques et des principes qui sont les principes de l'économie sociale et solidaire. Donc, je voulais aussi vous dire que l'OCDE avait, quelques années après l'approbation de la loi 2014, préparé un compendium de bonnes pratiques et de bonnes politiques. Et la loi 2014 y figure, pour les raisons que j'ai dit et pour les ambitions que Frédéric Tiberghien vient de dire. Et on avait fait une petite évaluation sur la base de ce système SWOT, donc les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Et la force était, il va falloir que je regarde parce que bien évidemment je ne l'ai pas forcément en tête, mais la force était qu'il s'agissait d'une politique transversale, qu'il y avait des outils et des institutions différents pour la promotion du développement de l'économie sociale. Voilà. Les faiblesses ont été aussi mentionnées, Frédéric, vous l'avez dit, peut-être à l'époque des capacités administratives un peu limitées et des fonds publics limités aussi. Les opportunités, le niveau régional et la structure régionale des PTC et les menaces, encore une fois, la difficulté d'accéder au financement. Et ce qui nous avait plu dans cette loi, c'était surtout, c'est mon italien qui prend, qui prend le dessus, c'était le fait que cette loi, elle voulait effectivement inverser la tendance des pouvoirs publics à sous-estimer la capacité de l'économie sociale d'avoir un impact positif. Merci Antonella Noia pour cette prise de parole. Claire Toury, j'aimerais vous entendre maintenant pour le mouvement associatif. Les propos d'Antonella Noia sur cette recommandation et des bonnes pratiques de l'OCDE convergent avec l'avis résumé par Frédéric Tiberghien. Donc la reconnaissance, on n'y touche pas, les moyens, il en faut plus, et le changement d'échelle n'est pas atteint. Est-ce qu'il faut, je vais vous poser cette question, est-ce qu'il faut finalement recourir encore à la loi pour atteindre ces changements d'échelle ? Non, enfin bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver. Non, enfin, en fait, ça a été dit, très bien dit. Moi, je pense que la loi de 2014, elle est là, elle existe. Elle a des vertus, sans doute des limites, mais c'est vraiment pas le moment de la transformer ou de la changer. Moi, je pense qu'à un moment, la loi ne fait pas tout, et je vais vous donner un exemple très concret qui nous touche en premier lieu, monde associatif. L'article 59 de la loi dit quoi ? Dit qu'il faut rétablir l'indispensable équilibre entre la voie des marchés publics et celle de l'attribution de subventions. Super. Et donc là, je vous donne d'autres chiffres, je vous donne des chiffres. En 2011, la part des subventions, c'était 25% du budget global des associations, avant la loi. En 2017, c'est 20%. Donc vous voyez bien qu'on a beau avoir une loi, ça ne marche pas. Et dans le même temps, la part de la commande publique, elle est passée de 17% en 2005 à 29% en 2020. Quand je dis ça, je ne dis pas ça pour râler, parce que
je peux râler, mais c'est pas mon objectif du moment. Je dis ça pour démontrer que la loi, elle fait pas tout et que c'est pas revoir la loi qui importe et qui s'impose à nous. En revanche, on a besoin de moyens. Ça, on le sait tous, et on en a besoin urgemment. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle collectivement à une loi de programmation. Alors, une fois que j'ai dit ça, je peux encore parler un petit peu ? Bien sûr, allez-y. Alors, une fois que j'ai dit ça, moi, je voudrais juste revenir 2 minutes sur ce qu'a dit la ministre. L'invisibilisation de l'ESS et de la vie associative, on n'est pas rancunier, on est super content de retrouver Olivia Grégoire, je suis très contente d'avoir une interlocutrice à la vie associative aussi, on va travailler ensemble, mais c'est quand même très, très exaspérant, surtout après l'année qu'on a passée, et surtout après avoir entendu pendant des mois et des mois qu'on était absolument indispensable à la reconstruction de la nation, que la République était en péril et que sans nous, rien ne tiendrait, pour qu'ensuite, on se retrouve avec Jérôme à s'appeler le 25 juillet pour faire un communiqué en urgence pour expliquer qu'on n'est pas content. Enfin voilà, il y a quelque chose quand même qui est un peu exaspérant. On n'est pas rancunier, on va avancer, mais quand même, je voulais le dire. Ça, c'est le premier point. Et l'autre point avec lequel j'ai un peu de désaccord avec la ministre, mais je voudrais apporter une nuance et vous interpeller aussi. Oui, ok, il ne faut pas opposer l'économie sociale avec l'économie traditionnelle. Je suis d'accord. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Sinon, on ne s'appellerait pas l'économie sociale et solidaire. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Et donc ça, je crois qu'il faut qu'on le réaffirme. Et ceux qui m'entendent souvent parler vont dire que je suis un peu monomaniaque, mais tant pis, à force de répéter les choses, ça va peut-être infuser un peu plus largement. Moi, ce qui me semble vraiment indispensable dans la perspective du bilan de la loi, de ces 10 ans de loi de 2014, c'est qu'on se demande et qu'on se rappelle pourquoi on est ensemble. Et ça, c'est extrêmement important. L'économie sociale et solidaire, c'est une alliance artificielle. Rappelons-nous de ça. On n'est pas ensemble de manière naturelle. On est ensemble parce qu'on a choisi d'être ensemble. Très bien. Pourquoi ? Et une fois qu'on a obtenu cette réponse, la question c'est qu'est-ce qu'on veut faire ensemble maintenant ? Et donc on a beaucoup parlé d'économie là jusqu'ici. Alors évidemment, c'est dans le titre, c'est dans son nom, mais c'est pas seulement ça. Moi, ce sur quoi je voudrais qu'on insiste ce soir et dans les prochains mois et dans la perspective de l'événement des 10 ans, c'est quel est le sens de notre alliance politique. Et donc je reboucle avec ce que je disais juste avant. L'économie sociale et l'économie traditionnelle sont 2 choses différentes. Et dans un contexte de crèche, de petite enfance. Alors je vois le président de l'UNIOPS, le délégué général de l'UNIOPS que je salue, la question de la petite enfance, la question du grand âge, la question de l'alimentation. Il y a des secteurs qui doivent être à conquérir. Et je crois que nous, on a cette force-là. Et peut-être que du coup, au lieu de perdre du temps à savoir si il faut modifier ou non l'article 1, parce qu'on a répondu non, donc ça, c'est bon, c'est fini. La question, c'est comment on fait pour enclencher une dynamique de conquête et pour faire en sorte que notre alliance, elle soit beaucoup plus politique pour obtenir des victoires et pour qu'en tant que citoyen, on ait tout fait pour qu'à aucun moment, des gens puissent s'enrichir comme ils s'enrichissent sur le dos des bébés ou le dos des personnes âgées. Enfin, c'est juste pour prendre cet exemple-là. Donc voilà, moi, c'est un peu ça mon message ce soir. C'est enclenchons cette dynamique-là. Et bon, je crois que c'est tout, mais... Voilà, je reviendrai après sur la suite. Merci Claire Toury. Alors je voudrais revenir et développer sur 2 choses. On comprend effectivement ce besoin de reconnaissance politique, avec une vision, avec des moyens, avec cette loi de programmation. J'ai envie de dire comment est-ce qu'on y arrive, comment est-ce qu'on organise tout ça. Alors, 2 sujets sur lesquels je voudrais avoir votre avis. Frédéric Tiberghien, est-ce qu'il faut, pour atteindre plus de coopération, mettre en place un reporting extérieur, par exemple, comme les rapports RSE pour les entreprises ? Est-ce que ça permettrait d'aller plus loin ? Alors, c'est une question qui mérite d'être discutée entre nous régulièrement. Pourquoi ? Parce que vous avez un certain nombre d'acteurs qui estiment qu'il faut copier les entreprises privées. C'est un réflexe traditionnel. C'est aussi le premier réflexe du gouvernement ou du Parlement. Il faut assujettir tout le monde aux règles qu'on applique aux entreprises traditionnelles. Et on a imposé effectivement en matière de RSE un reporting aux entreprises cotées, et puis ça se diffuse ensuite à un certain nombre de catégories d'autres entreprises. Alors là-dessus, en retravaillant sur la loi de 2014, je me suis aperçu que, comme souvent, et on l'oublie, le législateur a été sage et avisé parce qu'il intervient dans l'ESS depuis 1850 environ, et en 2014, c'est la première fois qu'il a écrit des dispositions transversales à toutes les ESS. Et la question du reporting a été abordée dans un esprit
que je trouve prudent, puisque le législateur dit, et c'est dans l'étude d'impact, je résume, ce n'est pas à moi d'imposer le reporting que doivent faire les entreprises de l'ESS, c'est à eux de l'élaborer, le gouvernement l'approuvera et c'est ensuite à elles de le mettre en œuvre et c'est un reporting qu'elles définissent elles-mêmes et qui est un reporting à destination interne, c'est-à-dire pour leurs adhérents. Et effectivement, il faut se souvenir qu'avec en général la double qualité, les gens à qui on rend compte, c'est d'abord à nos adhérents et ce n'est pas à des clients ou à des consommateurs, mais la logique de l'ESS, c'est d'abord de rendre compte aux adhérents. Dans la démocratie de l'ESS, sont les adhérents qui décident. Bon. Et là-dessus, je trouve que cette inspiration est bonne parce que nous revendiquons, donc j'ai beaucoup de difficultés à parler après Claire Toury, mais je vais reprendre une thèse qui lui est chère, qui me l'est également, puisque la finance solidaire est née dans la société civile. Nous sommes d'abord des acteurs de la société civile et ce que nous revendiquons, c'est d'abord notre liberté de nous organiser, de créer les entreprises que nous voulons, d'adopter les modèles économiques que nous voulons et de rendre des comptes à ceux qui nous gouvernent, c'est-à-dire nos adhérents. Bon, si l'on croit à ça, il n'y a pas besoin de reporting extérieur et de copier les entreprises privées qui le font parce qu'elles ont des utilités, etc. Et elles doivent rendre des comptes parce qu'au-delà des actionnaires, elles perturbent un peu l'activité de la société dans le domaine social, environnemental et donc imposer des reportings pour pouvoir mesurer ces économies externes, les compenser est une bonne chose. Alors cela dit, le problème, c'est que donc le législateur nous a demandé d'adopter un guide des bonnes pratiques, ce qu'a fait le Conseil supérieur, mais il est très peu mis en application. Et donc ceci quand même renvoie à un problème que nous devons traiter. Nous avons de l'autonomie, nous décidons notre référentiel, nous l'avons adopté, nous ne le mettons pas en œuvre. Alors, si on compare les deux catégories d'entreprises, moi je serais une entreprise privée, je dirais, vous voyez, les mauvais élèves, ils ont un guide, ils ne l'appliquent pas, etc. Bon. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on rouvre le sujet assez vite. Le Conseil supérieur, d'ailleurs, n'a pas fait son rapport sur les 2 dernières années d'application du guide des bonnes pratiques de l'article 3, dont je crois Timothée Duverger dira un mot sur le fond dans quelques instants. Donc il faut vraiment qu'on le réapplique et qu'on veille aussi à ce qu'il soit parfaitement adapté aux petites entreprises. Il l'est aux grands groupes, mais vous savez aussi que dans l'ESS, on a beaucoup de toutes petites structures qui n'ont pas de salariés, etc. Donc il est un peu complexe, donc il faut qu'on remette ça à plat et qu'on se donne comme règle, parce que c'est ce qu'a voulu le législateur, qu'à chaque assemblée générale de tout organisme de l'ESS, tous les ans, il y a un espace de débat pour rendre compte de la manière dont a été appliqué ce guide des bonnes pratiques. Donc il faudrait aussi qu'on change notre façon de faire dans notre gouvernance et qu'on applique ce qu'on a décidé d'élaborer, que nous n'appliquons pas aujourd'hui. Et donc un jour, ça nous sera reproché, où on nous dira, ça confirme que la démocratie dont vous prétendez vous revendiquer n'existe pas et que c'est une démocratie confisquée. Mais je ne veux pas rouvrir ce débat. Merci. Une réaction peut-être, Claire Toury, puisque Frédéric Tiverghien a fait mention d'une de vos idées. Et je crois que c'est cette... appliquer ce guide des bonnes pratiques et être exemplaire finalement pour pouvoir faire taire d'éventuelles critiques. Alors c'est très difficile de passer après Frédéric Tiverghien, voilà. Cessons les politesses. Non mais je réfléchissais en fait, parce que quand je dis qu'on n'est pas pareil que l'économie classique, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Ça, c'est quand même très important. Enfin, à un moment, il faut qu'on arrête un peu, parce qu'on peut se dire qu'on est exceptionnel, extraordinaire, et le penser, je le pense, mais on a toujours une marge de progression assez significative. Ça, c'est un élément important. On dirait que je parle comme Jérôme quand je dis ça. Non, je rigole. Je sais pas. Non, mais par contre, je crois qu'il y a un élément qui est très important, et ça, je le dis d'autant plus quand on pense à l'engagement des plus jeunes. Il faut que je crois que ce qui nous manque encore un peu, c'est la question de l'exemplarité, qu'on doit investir beaucoup plus qu'on ne l'investit jusqu'ici. Et l'exemplarité, ça ne veut pas dire la perfection. C'est pas être parfait, être exemplaire. L'exemplarité, c'est toujours relatif à quelque chose. C'est qu'est-ce qu'on décide de porter, quelles sont les valeurs qu'on défend, et est-ce que les valeurs qu'on défend entrent en cohérence avec les actes que l'on conduit. Et donc je crois que c'est ça surtout qu'il faut qu'on se demande. Alors une fois qu'on a dit qu'on ne voulait pas retoucher l'article 1, très bien, qu'est-ce qu'on fait ensemble
au sein de ESS France. Je crois que c'est surtout ça que la question se pose, et avec les acteurs de l'ESS, quels sont les critères qu'on définit et comment on fait pour être meilleur. Après, se rajouter encore et encore des critères, je ne sais pas si vous avez entendu les chiffres du bénévolat de gouvernance dans le monde associatif, c'est pas top. Donc si jamais on doit encore et encore alourdir la responsabilité des dirigeants bénévoles, je pense qu'on va droit dans le mur, et là on a des questions démocratiques encore plus lourdes qui se posent à nous. Claire Toury, donc on l'entend bien, pas de nouvelles normes, appliquer ce guide des bonnes pratiques, aller vers une responsabilité des différents acteurs. Et Timothée Duverger, je crois que vous vouliez aussi ajouter une autre dimension à cette idée de reporting extérieur, c'est aller vers quelque chose, rajouter un critère, mais qui serait celui de l'environnement, en fait, qu'on retrouve dans la RSE des entreprises. Oui, je pense qu'il y a au moins, on va dire, il y a 3 choses, je pense, effectivement, qui pourraient être mises en travail, on va dire, parce que c'est pas arriver avec des recettes toutes faites. Non, mais des pistes, en tout cas. En tout cas, moi, il me semble qu'il y a 3 pistes sur ces sujets-là. Première piste, effectivement, c'est de savoir sur la définition de l'utilité sociale. Alors, il y a la partie développement durable, etc. Peut-être qu'il y a quelque chose là, honnêtement, c'est vrai que quand on le lit, ça fait un peu liste à l'après-vert à certains moments. On se demande, il y a un problème, à mon avis, ça mériterait peut-être d'être un petit peu repris. Voilà, bon. Sur la définition de l'utilité sociale, et effectivement pour renforcer notamment la partie écologique, puisque quand on dit normes de l'économie de demain, avec Hugues Sibyl et Camille Dorival, on a fait une étude auprès des économistes pour avoir un peu leur représentation de l'ESS et de ses enjeux, et ce qui ressort très massivement, c'est si l'ESS a un avenir, c'est dans la transition écologique. Mais c'était pas une grande découverte, mais enfin c'est bien de se l'entendre dire quand même. Donc je pense qu'il y a quelque chose sûrement à renforcer de ce point de vue dans l'utilité sociale. Deuxième niveau sur la question guide des bonnes pratiques, moi je trouve que ce qui serait intéressant, c'est parce que je sors plein de livres en ce moment, donc là il y en a un avec la coopération, donc avec les SCOP et le crédit coopératif, vivre en coopération, où on montre effectivement, on peut vivre en coopération effectivement, et il y a peut-être la révision coopérative notamment, qui pourrait servir d'inspiration, me semble-t-il, à effectivement l'ensemble des familles de l'ESS, parce que ça vise à vérifier finalement la conformité des principes coopératifs avec l'ensemble des membres, à partir d'un audit externe, mais fait par les familles. Enfin, bon. Donc il y a un sujet là qui peut être assez intéressant, me semble-t-il, puisque là on n'est pas à se livrer à des cabinets de conseil, c'est pas ça l'enjeu. Voilà. Donc là c'est le deuxième point. Le troisième point, et là je pense que c'est une limite historique, Frédéric l'évoquait, la double qualité, qui est une des limites historiques de l'ESS. On avait un débat là-dessus avec Laurent Berger, c'est-à-dire quelle est la place du travail dans l'ESS. Si j'accepte la question des scopes, quelle est la place du travail dans l'ESS ? Il n'y en a pas, ou très peu. Parfois, on peut avoir un collège dans les assos, ou des choses comme ça, pour représenter les salariés. Mais ce n'est pas quelque chose qui est forcément très développé. Et donc, pourquoi ? Parce que le principe, c'était les bénéficiaires sont sociétaires. Et donc, automatiquement, hormis le cas des scopes, il n'y a pas cette dimension-là. Donc il y a peut-être quelque chose, à mon avis, à travailler de ce point de vue, plutôt que de se poser... moi, je crois que les écarts de salaire, je vais vous dire, moi, je pense qu'il faut tout à fait légiférer sur ça, mais pour toutes les entreprises, pas que pour l'ESS. En revanche, l'ESS, là où elle pourrait aller beaucoup plus loin que les gouvernances d'entreprises classiques, c'est justement de renforcer la place des salariés. Donc là, il y aurait sûrement quelque chose, à mon avis, à expérimenter à l'heure actuelle, qui serait de l'ordre de la démocratisation de l'entreprise, dont l'ESS se ferait le laboratoire. Moi, il me semble que là, il y aurait une piste aussi de travail, et là, on cesserait les débats, si vous voulez, les querelles un peu intestines, et un peu, à mon avis, les débats sur les sexes des anges, quoi. Voilà. Là, on irait au concret, et sur la question des parties constituantes, pour reprendre les mots de Laurent Berger, de l'entreprise, que sont les salariés. Voilà. Antonella Noia, par rapport à ces différentes pistes qui ont été évoquées, est-ce que vous disiez d'autres pays ont pris des lois cadres, etc. Est-ce que ce sont des réflexions qui sont aussi présentes dans les autres pays que vous citiez ? Alors, je vous laisse imaginer comment c'est difficile pour moi d'intervenir après ces 3 personnes. Mais bon, j'ai envie de rebondir aussi sur une chose. Je sais que c'est peut-être un terme qui ne suscite pas forcément de la sympathie ni de l'affection, mais moi, j'ai envie de dire que pour montrer justement cette exemplarité, et j'aime beaucoup ce que vous avez dit, Claire, il faudrait quand même penser à comment on peut montrer aussi l'impact de l'économie sociale et solidaire, qui doit être un impact quantitatif, mais aussi qualitatif. Et souvent, on a
quand on prononce, je le sais un peu par expérience, chaque fois, surtout quand l'OCDE prononce le mot mesure d'impact social, je sens toujours des frissons dans la salle parce qu'on pense à des règles, de l'obligation. Certes, il y en a, mais je pense qu'il faudrait aussi voir ça au même rang que la loi ou des stratégies qui sont adoptées dans des pays comme des formes, comme des approches, comme des mécanismes qui peuvent aider à la visibilité et à la reconnaissance. Et justement, c'est un peu ce qu'on voit dans certains pays et nous, on est en train de travailler sur ça parce qu'on se dit que, bien évidemment, tout ce qui porte à l'évaluation de l'impact, à la mesure de l'impact, ne peut pas être fait en utilisant les instruments, les approches qui seront utilisées pour des entreprises traditionnelles. Pourquoi ? Parce que la valeur ajoutée de l'économie sociale est aussi différente. Et donc, il faut avoir des moyens pour la saisir pleinement. Et bien évidemment, tous ces outillages-là ne peuvent pas être parachutés par le haut, mais doivent être encore une fois co-construits. Et puisque je suis là aussi pour porter un éclairage un peu international, ce qui est toujours un peu rébarbatif parce que vous avez envie de parler de votre pays. Mais je tiens à dire que la loi, je suis d'accord avec toi, Claire, la loi est importante, mais parfois elle n'est pas indispensable. La loi est importante quand elle amène de la clarté, quand elle définit bien les choses, quand elle devient un moyen d'ouvrir des opportunités, que ce soit l'accès au financement, l'accès au marché public et privé. Les lois sont lourdes à pondre parce qu'il y a tout un processus législatif. Les stratégies le sont peut-être un peu moins. On voit beaucoup de pays. L'Espagne, elle est maintenant en train de travailler sur une stratégie d'envergure qui ira jusqu'à 2027, je crois. Il y a d'autres pays qui font ça. Le désavantage des stratégies qui sont peut-être plus légères à mettre en place, c'est qu'elles sont plus sensibles au changement des politiques. Elles sont là. S'il y a un changement de politique, la stratégie est oubliée et ciao. Merci beaucoup. Claire Toury, je crois que vous vouliez réagir. Juste un point, parce que c'est pour compléter un peu ce qui était dit juste avant. En fait, il y a la question de qu'est-ce qu'on veut faire ensemble et la question de qu'est-ce qu'on veut être ensemble. Et donc moi, là, franchement, quand on parle d'impact, ça a tendance à me... Mais bon, c'est pas par principe. Hein, je comprends très bien ce que vous dites, ce que tu dis, et c'est extrêmement intéressant. Après, ce qui me pose toujours un problème, c'est que quand on essaie de mesurer l'impact, on oublie tout un tas de facteurs. Comment on mesure l'impact démocratique de nos actions ? Je sais pas, peut-être qu'il y a des réponses, mais moi, je la connais pas. Comment on mesure l'impact affectif, social ? Je sais pas, il y a plein de questions qui se posent et on ne sait pas très bien mesurer ça. Et donc, du coup, ce qui me semble qu'il faut à tout prix qu'on évite, c'est que des critères nous soient imposés par la puissance publique, par les financeurs, parce que sinon on va encore devenir fou. Mais par contre, qu'on travaille tous ensemble à ce qu'on veut être ensemble et comment on s'entraide les uns les autres pour être ça ensemble, ça peut être extrêmement intéressant et ça va dans le sens de la dimension politique qui me semble assez indispensable et qui me semble être celle du moment. Je suis ravie que tu dises ça parce que justement, c'est des questions que nous, on se pose. Quand je disais qu'il faut arriver vraiment à capturer l'impact spécifique, on est en train de monter des groupes de travail et je t'inviterai si tu le souhaites. Et on abordera aussi ces sujets dans la table ronde numéro 2 sur le pouvoir transformateur. On continue à balayer les différents points finalement pour dresser le bilan de cette loi 2014 et Frédéric Tiberghien, je reviens vers vous en tant que référent et sur un dernier point que j'aimerais qu'on évoque, c'est celui des cadres régionaux parce que sur ce sujet, le Conseil supérieur de l'ESS préconise une révision de la loi. Pourquoi ? Eh bien, parce que la loi est ambiguë. Vous savez qu'il n'y a pas de loi qui n'est pas ambiguë. Et une bonne loi comporte des zones d'interprétation possibles. Il faut bien laisser un travail au juge.
Bon, mais ça renvoie à un débat que j'ai déjà eu avec Jérôme Sadier, qui soutient fermement que la loi de 2014 et que l'ESS est entièrement défini à l'article 1er. Donc à force de l'écouter, je me suis dit, il a sans doute raison, mais comme j'ai retravaillé sur la loi ESS à l'occasion dans ce groupe de travail, j'ai changé d'avis, parce qu'en réalité, et je prends comme confirmation ce que nous a dit aussi Ami, j'ai noté la formule. L'article 1er ne résume pas l'ESS. C'est ce que nous avons dit dans l'avis, parce que notamment, il y a les articles 7 et 8 sur les politiques régionales de l'ESS. Alors, ce sont des articles mal foutus, comme certains articles, quand la matière est difficile, puisque l'article 7 parle des stratégies régionales, ne les définit pas, et l'article 8 décrit la procédure selon laquelle on arrive à la stratégie régionale, mais cette stratégie n'est pas définie. Et donc, les régions de France, à tort ou à raison, pensent que toute la loi est dans l'article 1er, et comme l'ESS d'abord est une façon d'entreprendre, il ne touche qu'à l'économie, comme dans notre tradition républicaine, la matière économique est une compétence exclusive de la région, l'article 15 de la loi NOTRe, postérieure à la loi du 31 juillet 2014, a confirmé que les régions étaient les chefs de file en cette matière, et que donc les autres collectivités territoriales ne pouvaient plus intervenir en matière d'ESS sans pas avoir une convention préalable avec la région qui est donc le chef de file. Alors les départements trouvent ça scandaleux, je partage cet avis, parce que par exemple les départements sont chefs de file en matière sociale, l'ESS c'est d'abord de l'inclusion sociale, c'est l'essentiel des dépenses des entreprises dans ce secteur, et donc il est anormal qu'un département dise pour intervenir il faut que je passe d'abord par une convention avec la région, ça n'a aucun sens. Bon, et donc derrière cela, et Région de France ne l'admet pas, dit moi je veux fermement qu'on ne touche pas à ces articles. Et il y a cette question, est-ce que l'ESS se résume à l'article 1er, à sa définition? Moi je pense que non, parce que quand on lit bien les articles 16, on parle de politique régionale de l'ESS. Quand on regarde qui les fabrique, on convoque tout le monde, tous les acteurs, les syndicats, les employeurs, les organisations de citoyennes, des marches citoyennes. Donc on voit bien que tout ça se traduit dans des politiques de citoyenneté, d'inclusion sociale, de santé publique, d'éducation. Donc je suis maintenant convaincu que l'ESS ne se résume pas à l'article 1er et n'est pas qu'un système économique, etc. Et qu'à travers cette définition d'élaboration de politique régionale de l'ESS, on touche à tous les sujets de la société et que donc l'ESS a donc plusieurs aspects et que donc il faut rendre aux collectivités territoriales la liberté d'intervenir lorsqu'elles ont des compétences également de droit dans un certain nombre de domaines. Donc il n'est pas question de retirer aux régions leur leadership économique et c'est ce qu'elles font. Les aides aux entreprises et les aides à l'immobilier doivent rester dans leur domaine. Mais tout ce qui ne relève pas de ça, eh bien, je crois qu'il faut réviser ces deux articles, d'abord les compacter, les clarifier, redonner aux collectivités territoriales la possibilité d'intervenir. Alors, je le dis aussi pour une raison politique, et je pense que ma voisine ne me démentira pas, parce que je crois que dans la société, nos meilleurs alliés, ce sont les collectivités territoriales, puisqu'on répète du matin au soir que l'économie sociale est d'abord territoriale, la ministre l'a redit. Donc nos alliés sont d'abord territoriaux, et si on empêche nos alliés d'intervenir par eux-mêmes pour nous soutenir, on s'est tiré une balle dans le pied. Donc c'est absolument indispensable de revenir en arrière, de redonner à chaque catégorie une liberté de collectivité, une liberté d'intervenir dans les domaines de l'économie sociale qui sont de leurs compétences, sans être sous la tutelle de la région. D'ailleurs, dans le droit constitutionnel, une collectivité ne peut pas avoir une tutelle sur les autres. Et je crois que personne n'a vu le problème. Et je renvoie quand même aussi à une mission du CSESS, que ce point est développé dans l'avis, mais c'est aussi un message au gouvernement, parce que le gouvernement ne consulte jamais le Conseil supérieur sur les textes qui ne concernent pas l'ESS. Et donc, comment fait-on pour éviter les contradictions entre les lois relatives à l'ESS et toutes les autres catégories de lois sur l'aménagement du territoire, les compétences des collectivités territoriales? La seule façon, c'est de consulter le Conseil supérieur, même à titre facultatif. Et j'ai remarqué que dans l'article 7, d'ailleurs, ou dans l'article sur le Conseil supérieur, l'article 4, il a une mission
d'assurer la coordination entre les législations. Et donc, il faut que le Conseil supérieur réclame aussi d'être consulté, parce que cette prévention sur les conflits de loi, elle doit s'exercer en amont. Parce qu'une fois qu'une loi est votée, voyez l'attitude de Région de France qui a voté contre l'avis uniquement pour cette raison, parce qu'ils ne veulent pas abandonner une de leurs compétences et une tutelle sur les autres collectivités. Donc, vous voyez que cette fonction amont de prévenir les conflits de législation est importante, et il faut aussi que ESS France en tire les conséquences pour être plus vigoureux, pour demander des consultations du Conseil supérieur, tous les textes qui ont une incidence indirecte. Alors, un autre exemple récent, c'est que la loi de développement sur l'aide internationale a conféré, personne ne l'a vu passer, des avantages à des fondations de droit américains ou étrangères qui ont droit, si elles interviennent en France, à avoir tous les avantages. Puis le gouvernement et le Parlement ont oublié de demander la réciprocité pour les fondations françaises qui seraient actives aux États-Unis. Bon, personne ne l'a vu. C'est scandaleux. Donc il faut arrêter et demander à exercer l'intégralité de nos compétences pour prévenir tout ça en amont et pas se tirer des balles dans le pied en permanence. Merci Frédéric Tiberghien. Je vous propose, pour clore cette première table ronde, de prendre des questions s'il y en a dans le public, peut-être pour prolonger les débats sur cet aspect ou sur ceux qui ont été évoqués avant. Si on peut donner un micro là-bas, je crois qu'il y a des micros qui doivent circuler. Voilà, regarde. Madame. Bonjour, Guylaine Hirso, trésorière de l'association Les Petits Débrouillards et membre de la plateforme RSE. J'ai deux petits points, alors je sais qu'ils sont questionnés tout le temps, mais une question, je suis toujours étonnée qu'on parle d'économie traditionnelle et opposant l'économie sociale. Excusez-moi, l'économie sociale, c'est aussi de l'économie traditionnelle. Donc là, j'ai toujours un problème. Pour le grand public, ce n'est pas forcément compréhensible, première chose. Et deuxième chose, la RSE. J'avoue que là, je suis interrogative. Pour moi, la majorité des dispositifs concernent aussi des entreprises et concernent aussi les entreprises de l'ESS. Alors après, il y a la question des associations, c'est autre chose. Des associations qui sont, comme par exemple le Petit Débrouillard, on a beaucoup de salariés, on a des salariés, donc il y a ce dispositif. Donc j'ai quand même une interrogation aussi sur ce dispositif. Autant je suis complètement d'accord que mettre en exergue l'ESS, mais est-ce qu'à force de dire on est un petit peu différent et qu'on ne va pas dans ces dispositifs, d'autant plus qu'au niveau européen, il y a la directive SRD et tout, je ne vais pas continuer. Vous avez fait lien avec les ODD. Pour moi, et d'ailleurs au sein de la plateforme, c'est ce que je défends, et je suis un peu en porte-à-faux là, ou alors c'est moi qui ai mal compris. Merci beaucoup. Peut-être Claire Toury pour répondre. Essayer. Non, attends. Moi, quand je dis qu'on est différent de l'économie classique, enfin, je sais pas, c'est sans doute un raccourci et c'est sans doute mal dit, mais juste quand même rappelons-nous une chose, c'est que nos organisations, elles sont soit non lucratives, soit à lucrativité limitée, et ça change tout. En fait, c'est ça que je dis, c'est juste ça. Ça veut dire que quand on prend des décisions, on les prend pas dans la perspective de rémunérer nos actions. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, les décisions, elles sont différentes. Oui, alors moi je réponds sur la première partie, sur ce que tu dis sur l'opposition. Et Timothée Duverger pourra répondre sur la deuxième partie. Sur ce point-là, et je trouve qu'il faut qu'on arrive à dire ça mieux et à l'expliciter et à le dire vraiment très fortement et du coup à entrer dans une dynamique politique autour de ça. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et vu qu'il y a tout un tas de secteurs entre les mains de certains, où moi je trouve que c'est assez scandaleux d'un point de vue citoyen, et donc je le partage et je me dis qu'on a sans doute des choses à faire ensemble là-dessus. Voilà pour la première partie de la réponse et Timothée Duverger sur ce questionnement par rapport à la RSE. Sur la RSE, oui. Moi je pense, déjà ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la question de la RSE, elle ne vient absolument pas du monde de l'ESS, évidemment, c'est un mouvement de réforme de l'entreprise qui vise à répondre à un certain nombre de critiques qui lui sont adressées et qui se sont exacerbées depuis, on va dire, le cycle du capitalisme actionnarial qui a été d'ailleurs décrit tout à l'heure par Pascal Michard notamment. Bon. Donc on est dans quelque chose qui est parallèle en réalité à l'ESS. Pour autant, il est évident qu'il y a des points de convergence très forts entre les deux, qui ont été renforcés en plus par la loi Pacte avec les entreprises à mission, qui créent des débats, des mutuelles, des scopes maintenant qui rentrent avec UP notamment, qui rentrent dans le dispositif, parce qu'il est évident
évident que ça rencontre aussi un écho dans la société et qu'il faut y répondre. Et donc, il y a ces outils-là. Donc, la question, c'est de savoir est-ce que l'ESS est capable de se doter de ses propres outils, finalement, et d'aller plus loin et de devancer d'une certaine manière ce qu'elle fait déjà, mais en le formalisant peut-être davantage, de devancer quelque part ce qui se passe au niveau de la RSE avec ses outils propres. Et deuxième niveau, il me semble qu'elle peut le faire en plus avec, on y travaille avec Marilyn Filippi, la responsabilité territoriale des entreprises. C'est-à-dire que la force de l'ESS, effectivement, c'est son ancrage territorial. Donc elle peut, sur les territoires, embarquer finalement l'ensemble des acteurs, les entreprises conventionnelles, moi je dis pas traditionnel, les acteurs publics et un certain nombre d'autres acteurs, je pense même aux syndicats, on travaille avec la CFDT, l'UDES et d'autres. Donc finalement, on peut embarquer l'ensemble de ces acteurs dans la résolution de problèmes publics territoriaux. Voilà. Et l'ESS, elle peut à la fois jouer un rôle moteur, un rôle de pivot, puisqu'elle met aussi, par ses processus de coopération, tout le monde autour de la table, et un rôle important au niveau des cadres d'action, parce que tout ça se termine très souvent sous des formes de l'ESS, en réalité, des statuts de l'ESS. Juste un exemple, La Rochelle qui se dit territoire zéro carbone, avec des dizaines de millions d'euros, je dis ça parce qu'il y a la vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine qui est là, donc il y a quand même des régions qui sont bien dans l'ESS. En tout cas, nous, en région Nouvelle-Aquitaine, ça va. Mais en tout cas, plus sérieusement, donc La Rochelle, effectivement, territoire zéro carbone, des dizaines de millions d'euros qui sont mis là-dedans. Première chose qu'ils font, ils créent une SIC. Ils créent une société coopérative d'intérêt collectif pour porter effectivement ces actions. Voilà, j'ai terminé là-dessus. Mais il me semble que là, il y a une piste très importante de développement pour l'ESS. Voilà, donc peut-être une dernière question pour clore cette table ronde sur le bilan. Monsieur là-bas, merci. Un micro vous est apporté. Michel Amervé. Moi, j'ai lu attentivement et regardé de près l'avis du CSE sur ces 96 articles de la loi. Ça a rappelé des choses dont on ne se souvenait plus qu'elles étaient dans la loi. Et ça relativise le point de vue qu'on peut avoir de la loi. La loi, elle a quelques axes forts, et puis elle a à côté un certain nombre de mesures dont à peu près un tiers n'a jamais été appliqué. Certaines parce qu'elles sont totalement inapplicables d'ailleurs. Et quand même, ce qui est un des points forts que j'ai tiré en lisant ça, c'est de voir que le premier qui n'a pas respecté la loi, c'est l'État. Sur un certain nombre de points, on est quand même dans un pays extraordinaire où nul n'est censé, et tout le monde doit respecter la loi, sauf l'État qui se permet sur un certain nombre de sujets de ne pas la respecter. Et puis le deuxième point que dans la courte présentation qu'il a fait, Frédéric Sibérien n'a pas mis l'accent, c'est que finalement, 10 ans après, on demeure avec une faible connaissance d'un certain nombre d'aspects qu'il y avait dans la loi, un article 12 et un article 17 qui étaient faits pour connaître mieux l'ESS et qu'ils ont été insuffisamment appliqués. Quand vous posez la question de savoir combien il y a d'entreprises dans les nouveaux entrants de l'ESS qui ont fait partie, personne ne le sait. On est dans une situation assez extraordinaire où la loi n'a pas été accompagnée des outils permettant de mesurer son application. On voit un certain nombre de points qui ont été mis dans la loi dont personne ne sait s'ils ont été appliqués. Donc peut-être que le fait de ne pas tout focaliser sur la loi, c'est raisonnable. Merci pour votre témoignage. Peut-être un mot, Frédéric Tiberghien. Quelques commentaires pour dire que ce n'est pas la première fois que l'État n'applique pas les lois. Parce que, par exemple, on est dans un régime particulier. Souvent, le gouvernement se fait tordre le bras par le Parlement et son moyen de rétorsion, c'est qu'il ne publie pas les textes d'application. Donc, on en a retrouvé 4 ou 5 articles. Le gouvernement bloque les textes d'application. C'est une façon de paralyser la loi. Tout ça n'est pas nouveau. Donc, il faut demander une injonction devant le juge. Bon, et puis aussi, on n'a parfois pas de volonté politique pour les appliquer ou pas les moyens budgétaires. Puis aussi, c'est intéressant parce qu'en termes politiques, notre lobby n'est pas très puissant. Celui du MEDEF est plus puissant que le nôtre. Et on en a une traduction très intéressante dans la loi à l'article 12 qui avait prévu de donner un droit de priorité à la reprise d'entreprise par les salariés.
le MEDEF s'est soulevé contre cet article. L'année suivante, le Parlement a abrogé l'article et l'a remplacé par des dispositions plus légères pour ne pas gêner la reprise par des patrons qui veulent vendre leur entreprise. Bon. Donc vous voyez bien que le Parlement est aussi capable de changer d'avis quand un autre lobby plus puissant fait sa promotion auprès du Parlement. Alors, je terminerai pour dire aussi que dans les articles importants qui n'ont pas été mis en œuvre, et je ne voulais pas être trop long, il y a effectivement les articles 12 et 17 sur l'outil statistique. Et là encore, on retombe sur l'État. Si vous voulez, la France a gagné avec 2 autres pays auprès de l'Union européenne un prix pour mettre en place le fameux compte satellite de l'ESS, c'est la Belgique et le Portugal. La Belgique et Portugal, qui ont gagné le même appel à projet que nous, ont mis en place le compte satellite. Nous avons gagné, nous ne l'avons pas mis en œuvre. Alors la réponse est qu'à l'INSEE, il y a une demi-personne à peine qui s'occupe de l'ESS et ça n'intéresse personne. Le ministre des Finances s'en fout. C'est dommage qu'Olivier Grégoire soit parti. Donc ça fait partie des choses à remettre sur le pied. Si vous voulez, nous n'avons pas les données. La loi de 2014 avait bien fait le diagnostic. Nous manquons de données sur plein de sujets. Les créations d'entreprises, la vie le décrit très bien. Tout ça est mal organisé. On n'a pas un recensement exhaustif. Il y a tellement de canaux différents. Donc nous n'avons pas les statistiques, donc même pour mesurer, évaluer ce que nous faisons. Et donc un des gros investissements qu'on doit redemander à la ministre, parce qu'elle va nous écouter, c'est de mettre les moyens aussi sur le perfectionnement de notre outil statistique et de données, parce que sans données, on ne peut pas avoir de politique et vérifier leur mise en œuvre. Donc c'est un point absolument fondamental et Michel Abervé a tout à fait raison de souligner son extrême importance. Merci beaucoup. Alors on me signale qu'il y a une question là-bas. Merci Daniel Goldberg, président de l'UNIOPS. Je voulais intervenir puisque Claire Toury m'y invitait presque tout à l'heure. Merci Claire. Parce que dans le secteur dans lequel nous agissons, les associations des solidarités et de la santé, on se retrouve dans une situation particulière puisque nous agissons, et je voulais réagir un peu dans le débat qu'il y avait tout à l'heure, sur commande de l'État et des collectivités territoriales. La plupart des 30 000 environ associations membres de notre réseau sont gestionnaires d'établissements et de services et agissent pour un certain nombre sur du bénévolat, mais pour beaucoup et quasi essentiellement aujourd'hui pour les comptes des collectivités territoriales, les départements et des services de l'État. Et je dis ça aujourd'hui parce que, évidemment, quand on voit les scandales du grand âge, il y a 2 ans maintenant, enfin qui continuent en partie, et de la petite enfance qui sont mises au goût du jour, alors que nous on prévenait que c'était exactement la même chose, le même mécanisme, et qui ont été mises en lumière d'abord par un rapport de l'IGAS, puis par 2 ouvrages il y a une dizaine de jours. Alors là, dans le partenariat ou dans la responsabilité avec les acteurs de terrain, les collectivités territoriales, j'allais dire, pour qu'un établissement privé pleinement lucratif et très lucratif qui accompagne des personnes en perte d'autonomie liée au grand âge ou en perte d'autonomie liée au handicap ou pour accueillir par exemple des jeunes enfants, cet établissement, ce service, cette entreprise a une autorisation et voire même a été accompagné pour cela. Or, par rapport aux besoins sur ces métiers essentiellement liés à l'humain, je ne dis pas que tous les acteurs lucratifs sont à jeter, enfin, pleinement lucratifs sont à jeter, il y en a qui sont très bien, etc., etc. Mais enfin, on manque quand même de régulation dans ces secteurs qui touchent à des besoins essentiels du début de la vie jusqu'à la fin. Et là, il y a une responsabilité forte de permettre que cette réponse aux besoins, elle soit régulée. Or, ce qui nous manque aujourd'hui dans notre secteur, nous qui nous définissons pleinement dans l'ESS, Jérôme Voiturier, directeur général de l'UNIOPS, siège à ESS France, c'est cette régulation. Parce que vous savez ce qui va se passer, je vous le dis, dans les secteurs qui sont les nôtres, c'est que sans régulation, sans moyens financiers par ailleurs pour répondre aux besoins, notamment avec les enjeux démographiques liés au grand âge, ce ne sont pas nos associations non lucratives, ni même d'ailleurs les établissements publics qui répondront aux besoins. Et donc on risque d'être dans un mode dégradé de réponse où seuls celles et ceux qui auront les moyens, et tant mieux pour eux, auront l'accompagnement que l'on programme par ailleurs dans des lois, dans des objectifs, dans des stratégies. Donc je voulais juste insister là-dessus, c'est que dans notre secteur particulier, le fait de pouvoir répondre à des besoins pour le compte des collectivités territoriales et de l'État, ça demande des moyens financiers qu'aujourd'hui nous n'avons absolument pas. Mais on revient sur cette question des moyens. Claire Toury, vous vouliez
réagir et ensuite on passera à la deuxième table ronde. Juste parce que je crois que c'est vraiment très très important ce que Daniel Goldberg vient de dire, et donc juste entendons ça. Et alors effectivement, il y a le MEDEF qui est sans doute plus puissant que nous à certains égards, mais on peut être très très puissant si on est très solidaire et très déterminé à agir. Et quand on entend ça, moi je trouve que c'est de notre responsabilité en tant que citoyen, en tant que militant de l'ESS, de se mobiliser pour être en soutien des associations qui agissent sur ce champ-là, des mutuelles, des fondations, etc. Et en réalité, si on prend le temps de se poser et de voir comment on peut s'entraider à faire force, à faire front, je pense qu'on a une capacité d'agir qui est bien plus grande que celle qu'on a démontrée jusqu'ici. Et c'est pas du tout une critique quand je dis ça, il fallait faire tout ce qu'on a fait jusqu'ici, c'était très important, mais là il y a une nouvelle phase qui est en train de s'ouvrir, une phase qui dépasse les discussions statutaires, franchement je crois, on en a déjà parlé assez longtemps, et où on doit enclencher une dynamique de solidarité beaucoup plus politique, pas par corporatisme, c'est pas pour défendre nos intérêts, mais parce que en tant que citoyen, on considère que c'est un scandale ce qui se passe dans certains endroits et qu'on a une partie de la réponse entre nos mains. Merci pour ce mot qui nous servira de conclusion à cette première table ronde. Merci à tous de votre participation.